Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Histoire de famille. Si je devais définir la relation que j'avais avec lui, c'est vraiment que c'était une relation qui était fusionnelle, quoi. On était inséparables. On était inséparables et on était dans une compréhension permanente et mutuelle et une communication non verbale. On se regardait, on savait ce qu'on pensait, c'était un truc de fou, quoi. Dans un monde où l'écart entre les générations semble parfois grandir, moi, il me semble primordial de se rappeler l'importance des liens intergénérationnels. Nos anciens sont des trésors de sagesse, d'expérience, des piliers sur lesquels les jeunes générations peuvent s'appuyer pour grandir et s'épanouir. Il est tout aussi crucial pour les aînés de se sentir utiles et d'interagir avec la jeunesse, pour continuer à se sentir vivants et connectés au monde qui les entoure. D'ailleurs, tu sais que le Sweet Papy Podcast est parfaitement conscient de cette valeur inestimable et je t'offre une série d'interviews et de témoignages touchants qui illustrent la profondeur et la richesse des relations intergénérationnelles. Va fouiller dans les épisodes précédents. Mais en attendant, je t'emmène aujourd'hui écouter mon invité, Frédéric Dabrowski. Il est mentor, conférencier, fondateur de Ma Force de Vente, un parfait inconnu jusqu'à ce 22 juillet 2022. Et oui, ça date un petit peu. Je découvre un étonnant post de lui sur Facebook, où il écrit « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Il aurait eu 100 ans. Cet homme m'a aimé avec une force incroyable, inconditionnellement. Bien évidemment, cela a piqué ma curiosité et je n'ai pas hésité à le contacter. Alors prépare-toi à être touché par ce témoignage poignant, à puiser dans les conseils qu'il nous donne pour enrichir les relations avec ces âmes expérimentées qui croisent notre chemin. On parle écoute active, reconnaissance des moments de bonheur et de « je t'aime », sans forcément passer par les mots. La suite logique finalement de l'épisode précédent que je t'invite à aller écouter juste après celui-ci. Alors, prêt à embarquer pour cette nouvelle aventure humaine et générationnelle ? Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Merci Anne d'abord de me donner l'opportunité effectivement de parler de cet homme extraordinaire qui était mon grand-père, qui était mon premier mentor, qui m'a initié à plein de choses, à la philosophie, à l'éveil. Enfin bon, c'était quelqu'un qui a énormément impacté ma vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte et d'homme, donc, et même de père, quoi. Donc un grand merci à toi d'avoir pu détecter ça à l'occasion de cette publication que j'ai pu faire, oui, pour son 100e anniversaire, le 23 juillet. Vraiment, ta démarche m'a touché déjà. Je l'avais fait pour lui rendre hommage et comme je te le disais quand on a échangé à l'occasion de notre première entrée en relation, j'avais été ému aux larmes au moment de le poster parce que ça avait remué énormément de choses. Et rien que d'en parler là, genre, va falloir que je freine un peu parce que sinon on va s'effondrer dans 2 minutes. Mais oui, donc j'ai du fond du cœur un grand merci de me donner l'opportunité de parler de lui et de pouvoir participer à ton podcast aussi qui a priori fait sens et rencontre un succès croissant auprès d'une audience de plus en plus large. Donc c'est une belle opportunité pour moi de lui rendre hommage. Merci. En tout cas, moi, il y avait 2 choses qui m'ont marqué dans ce que tu as écrit. Il y avait « Il m'a aimé avec une force incroyable ». Il m'a soutenu en toutes circonstances. Ça, ce sont 2 mots qui sont... Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Raconte-moi votre histoire, parce que c'est même pas son histoire, c'est votre histoire relationnelle.
il a eu 6 enfants. Donc, ma mère, elle est née. Et je suis son premier petit-fils. Je suis le premier petit-fils qu'il a. Alors, je sais pas si ça crée une filiation particulière entre un grand-père un peu spécial et un petit-fils un peu spécial aussi. Mais en tout état de cause, voilà, l'histoire, déjà, elle est que j'étais en première place, quoi. Tu vois, j'étais le premier de la classe. Donc ça, c'est assez sympa. Pour la petite histoire, il est né en 1922, donc. Il a eu la bonne idée en 1938, alors que les recruteurs faisaient le tour des lycées en France, de harceler mon arrière-grand-mère pour pouvoir intégrer la Marine nationale. Et d'ailleurs, sur ce que j'ai posté, tu vois, la photo de mon grand-père à 16 ans, arborant son magnifique uniforme de marin, avec beaucoup de fierté. Et parce que mon arrière-mère a craqué, quoi. À force d'être harcelée, elle a signé le papier, il s'est enrôlé, voilà, et donc il a eu la bonne idée de le faire à la veille du deuxième conflit mondial, et il est rentré en 1946. Voilà, il est rentré en tant qu'apprenti matelot, et il est revenu apprenti matelot après avoir été dégradé à 4 reprises pour indiscipline, après avoir fait trois débarquements. Ça aussi, c'est important, quoi. C'était vraiment Lesquels? quelqu'un qui a il a fait la Tunisie, il a fait l'Italie et la France, donc c'est pas peu, quoi. Et il a été blessé 3 fois, un éclat et 2 balles. Donc moi j'avais vu, il m'avait montré à la fin de sa vie, il m'avait montré les blessures. C'était très impressionnant, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu un vécu, une jeunesse un peu hors norme, qui a dû à un moment, je pense, regretter le choix de s'être engagé. Je pense que n'importe qui de sensé à cette époque qui avait harcelé sa mère pour s'engager à 16 ans, qui se retrouve dans un conflit mondial qui est, je pense, le pire de ceux qu'on ait pu vivre jusqu'à présent, à quelques regrets au milieu du conflit, où on se demande s'il va pouvoir rentrer un jour et avoir une vie normale. Donc voilà, il a démarré de manière assez forte et assez tonitruante, quoi. Et donc après, il est revenu et j'ai eu effectivement la chance de bénéficier de sa part d'un amour inconditionnel, d'une compréhension totale, d'un soutien permanent dans tout ce que j'ai pu entreprendre, et surtout, et jusqu'à quasiment la fin de sa vie, quoi. Il est mort à 90 ans, donc il y a pas si longtemps, ça fait à peine 10 ans. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir tous les mercredis jusqu'à l'âge d'environ 35 ans être avec lui, voilà, et discuter littérature, philosophie, parler de la vie. C'est un homme très cultivé qui a passé énormément de temps. Il a rattrapé le temps perdu. Il a quitté l'école l'année de son bac, donc c'était un grand regret pour lui, c'est de ne pas avoir passé le bac. Ah bon, voilà, c'est son choix. Donc je pense que ça, c'était vraiment un vrai regret. Par contre, il a passé le reste de sa vie à apprendre, à se cultiver, à s'intéresser à tout. C'était un homme qui, à 85 ans, était plus jeune dans sa tête que moi, je l'étais à 30. C'est incroyable. Qui savait mettre les mots sur les choses, qui m'a une fois dit, les journées sont longues, mais le temps passe si vite, profite et vis chaque moment avec intensité. Ce que j'essaye de faire, mais avec intelligence. C'était aussi, il y avait toujours une nuance. Quand il me donnait un truc où il voyait qu'il allait un peu trop loin dans le conseil, il mettait une nuance et souvent il disait avec intelligence, avec recul, peu importe. Mais voilà, donc il était féru de littérature, de philosophie, d'éveil, de spiritualité. Et il m'a transmis tout ça, il m'a transmis toute cette curiosité. Et surtout, si je devais définir la relation que j'avais avec lui, c'est vraiment que c'était une relation qui était fusionnelle, quoi. On était inséparables. On était inséparables et on était dans une compréhension permanente et mutuelle et une communication non verbale. On se regardait, on savait ce qu'on pensait, c'était un truc de fou, quoi. Et tu lui ressembles, il paraît, énormément. C'est ça qui m'a... Ouais, physiquement, il m'appelait son sosie. Ah ouais, voilà. C'est impressionnant. Il m'appelait son sosie. Quand il me regardait jusqu'à la fin, il me disait quand j'avais 15 ans, il me disait « je te vois quand j'ai 15 ans ». Quand j'en avais 30, il me disait « je te vois quand j'avais 30 ans ». Et à 40 ans, il me voyait quand il avait 40 ans, quoi. C'est incroyable. Et y compris dans les comportements, dans les choix, dans la façon d'être. On se ressemblait en tout. Ouais. Ouais. Tu m'as parlé de ton arrière-grand-mère aussi, donc de sa mère. Ouais. Un petit bout de bonne femme, tu m'as dit. Ouais, mais alors, moi, je l'ai connue voilà, elle est morte en 99. Elle est née en 1901. Et donc, j'ai eu la chance de grandir avec elle aussi. Hein. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel, 1m48. Et je l'ai jamais vu dépasser les 45 kilos, quoi. C'était vraiment un tout petit bout de bonne femme. Mais elle tenait la famille à bout de bras. Et j'ai une anecdote là concernant, si tu me permets,
s'écarte un peu de mon grand-père, mais j'ai une anecdote la concernant, c'est que je me souviens. Alors, elle a très vite eu des problèmes cardiaques. En fait, elle prétendait avoir une angine de poitrine. C'était le grand terme de l'époque, d'ailleurs, une angine de poitrine. C'est ça. Et donc, je connais pas beaucoup de gens qui aient des angines de poitrine qui vivent jusqu'à 99 ans et qui meurent de leur belle mort, quoi. Mais elle faisait souvent des malaises vagales et des choses un peu comme ça, ce qui fait que on a fait le choix enfin mes parents, ma mère surtout a fait le choix de vivre sur une maison mitoyenne. Peut-être on était voisins, quoi. Justement en cas de problème, qu'on puisse être réactif et que il n'y ait pas de difficulté à intervenir. Bah, bref. Et donc lorsque j'avais 15 ans, nous étions donc voisins avec mon arrière-grand-mère et je vois un monsieur. Alors j'ai 53 ans pour la petite histoire, donc je vois un monsieur dans une voiture de luxe Renault 25 blanche immaculée, parce que c'était la voiture de luxe de l'époque, et le monsieur costume, cravate, les moustaches vacantes, tu sais, ouais, de l'époque, des lunettes rondes dans les cailles, le look même du démarcheur de l'époque, tu sais, et qui se pointe comme un vaillant, comme ça. Et moi j'étais en train de sortir de la maison, et qui se pointe de manière très vaillante comme ça, avec un sourire, mais alors jusqu'aux oreilles. Et qui me dit rechercher ma grand-mère. Il me dit voilà, je me suis laissé entendre que Madame, alors il sait pas que c'est ma grand-mère, mais il dit son nom, vivait dans cette rue et à ce numéro-là. Est-ce que c'est vrai? Alors j'ai 15 ans, un petit peu, tu vois, donc forcément, je le prends un peu de haut. Il était plus petit que moi, donc je le prends un peu de haut. Et je lui dis c'est fort possible, mais qu'est-ce que vous lui voulez à cette dame? Et il me dit, franchement c'est un souvenir énorme. Il me dit ben voilà. On était donc en 83, 84, quoi. Et il me dit, ça fait 40 ans que je la recherche, cette dame. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Il dit, parce que quand j'étais enfant, elle m'a sauvé moi, mon frère et ma sœur. Mes parents ont été déportés, je suis juif. Et elle nous a fait passer la frontière, elle nous a fait mettre dans des réseaux. Et je sais qu'elle passait beaucoup d'enfants la nuit. Et je viens de passer 40 ans à la rechercher parce que je voudrais la remercier. Elle m'a sauvé la vie et grâce à elle, j'ai une vie, je suis père, j'ai pu prolonger les choses. Et donc, je dis, ben, c'est ma grand-mère. Voilà. Et donc, c'est incroyable parce que c'est des choses dont elle n'a jamais parlé. Même après ce jour-là, on a eu beau aller la voir, lui poser des questions, etc. Elle s'est toujours refusée à en parler. Elle n'en a jamais parlé. Rien du tout. Pas un trait de mot. Humilité. Voilà. Ouais. Ça en est resté à ça. Voilà. Donc, c'est sa légende. Voilà, j'ai eu la chance de grandir avec cette femme de moins d'1,50 m, de moins de 50 kilos, qui avait une poigne. Quand elle rentrait quelque part, t'entendais les mouches voler, quoi. Tellement elle avait du charisme et tellement elle remplissait la pièce par cette présence et cette soif de vie qui était incroyable. Et donc son fils en a hérité, bien évidemment. Mon grand-père. Elle a eu que des garçons, parce que en plus tu m'as parlé de tes oncles et tout ça. Voilà, elle a eu un fils. Et mon grand-père a eu 5 fils et une fille. D'accord, c'est ton grand-père. Voilà. Ouais. 5 fils après derrière une fille. 5 fils et une fille, exactement. Ouais. Et donc moi je suis le fils de sa fille. Ah, t'es le fils de la fille, d'accord. Ok. De la fille, exactement. Ouais. Ah, il y a quand même une femme au milieu de tout ça. Une femme entre les deux. Ben, il en faut. Les femmes sont à la source de tout. Hein. Donc, il y a 2 femmes. Il y a mon arrière-grand-mère qui est quelqu'un d'incontournable et qui est la légende familiale, qui a vraiment maintenu. Quand elle est morte, la famille est partie, la famille a explosé, quoi. C'était vraiment elle qui était le ciment de cette famille. Et c'était un peu comme dans la chanson d'Aznavour. Tu sais, elle va mourir la maman. On faisait la queue pour qu'elle nous dise ses derniers conseils, la vision qu'elle avait pour nous, etc. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un moment marquant, mais et une fois que elle avait pu faire le tour qu'on était tous venus, elle est partie gentiment, quoi, paisiblement. Voilà. C'est des gens exceptionnels, je pense, en tout cas, pour moi, exceptionnels. Et donc, mon grand-père, c'était quelqu'un qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui a eu énormément de mal à se réadapter à la vie civile. T'imagines bien que quand tu passes les 8 années où tu te construis en tant qu'homme, hein, puisque maintenant la neuroscience nous prouve que le préfrontal et toute la partie exécutive du cerveau se construit entre l'âge de 14 ans et l'âge de 22 ans, c'est pile poil le moment où lui il est parti à la guerre, quoi. Donc j'imagine comment il a dû construire les choses et comment tout ce qu'il avait comme biais cognitif ou comme réflexe préalable tranquillement dans le contexte familial ont explosé, ont été complètement atomisés du fait des circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé. Donc il a eu beaucoup de mal à se réadapter. Et entre 2 enfants, il a parcouru le monde. Voilà. Donc, il a été chercheur d'or en Afrique du Sud. Il a été bûcheron au Canada. Il a été mercenaire en Indochine. Enfin, il a fait des trucs phénoménaux, quoi.
J'ai eu la chance, il l'a raconté à quasiment personne dans la famille, et j'ai eu la chance, moi, lors de nos fameux mercredis, de pouvoir l'entendre me narrer ses aventures et la peur que ça pouvait générer, l'excitation qu'il y avait en parallèle, et tout ce que ça peut apporter quand toi, tu es un adolescent que ton grand-père t'explique. Tu vis les trucs, quoi. Tu les projettes, tu les vois, tu les vis avec lui. C'était assez puissant. Et au-delà de ça, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que oui, on était dans une relation non verbale, quoi. On avait créé une relation vraiment, une communication qui était non verbale, qui était très intense, une complicité dans le regard, on se marrait, les gens comprenaient pas pourquoi, etc., etc. C'était vraiment fort. À tel point que mon père s'était un peu mis en retrait dans la relation, s'était un peu effacé parce que il voyait bien que ça prenait toute la place, quoi. Et une forte personnalité comme ça, pour un fils, je veux dire, avoir une forte personnalité comme ton grand-père, ça devait pas être simple de garder quand même sa place aussi, hein. Et mes oncles ont eu, c'est vrai que mes oncles, à part les deux derniers, où il était apaisé, il était dans une autre étape de sa vie. Mais par contre, les quatre premiers enfants, dont ma mère, ont effectivement eu beaucoup de difficultés à trouver leur place auprès d'un personnage comme celui-là. Ouais, j'imagine que j'aurais pas aimé être son fils, par contre. Tu vois, j'ai adoré être son petit-fils, mais j'aurais pas aimé être son fils. Alors, on est assez nombreux. Je crois qu'il a 8 ou 9 petits-fils. Je suis le seul à avoir eu cette relation avec lui. C'est ça qui est étonnant. Ouais, c'est étonnant. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. C'est que, et je m'en étais pas aperçu, tu vois. C'était il y a quelques années où on est originaire du Nord et moi je suis en Charente-Maritime. Et donc avec ma compagne, on va de temps en temps dans le Nord et j'ai quelques cousins avec lesquels je m'entends bien. Et donc on décide avec deux de mes cousins de se retrouver pour déjeuner. Et puis finalement, on a passé l'après-midi à parler de nos souvenirs, etc. Et donc un de mes cousins me dit, t'as vraiment, quand on a commencé à reparler de nos oncles, de nos grands-parents, etc. Et quand j'ai commencé à échanger toutes les aventures que j'ai pu vivre, c'est très intime, donc je les échangerai pas là parce que c'est pas le sujet, hein, mais c'est toutes les aventures magnifiques que j'ai pu vivre avec mon grand-père. Un de mes cousins me dit, t'as vraiment de la chance d'avoir pu vivre ça parce que pour nous, ça n'a pas été tout à fait la même histoire tout de suite, quoi. C'était quelqu'un qui savait pas exprimer son amour et qui était pas capable de donner de l'amour. Il l'avait en lui. Moi, je le sais puisque je le connaissais par cœur et qu'on fonctionne heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, on avait le même fonctionnement. Et donc, je sais que c'est quelqu'un qui avait le cœur plein d'amour et qui était pas capable de l'exprimer. Que ce soit à ses petits-enfants ou à ses enfants d'ailleurs. Hein, il prenait des billets qui n'étaient pas forcément ceux auxquels on peut s'attendre quand on est face à un individu comme celui-là, en plus, qui était, c'est 1,90 m, une masse énorme. Donc, c'est vrai que quand on attend de l'amour, on n'attend peut-être pas cette expression-là de l'amour. Alors, nous, on avait à peu près la même vision des choses et de la vie, donc on partageait. Et c'est vrai que mes cousins m'ont dit, nous, on n'a pas eu cette chance-là de pouvoir partager ces moments que tu nous décris et ça nous manque. Ça nous a manqué, on l'a catalogué, on l'a étiqueté à tort, puisqu'en réalité, il avait énormément de choses à transmettre, sauf que lui, il n'était pas en capacité de le faire. Et c'est vrai que quand tu as une forme de charisme comme ça, assez fort, assez puissant, avec un vécu où il y a une profondeur, il avait une profondeur dans l'âme, quoi, tu vois. C'est difficile d'aller vers les gens je sais pas si tu as déjà rencontré des gens comme ça, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'aller vers des gens comme ça. C'est impressionnant, c'est surtout que c'est impressionnant. Ouais, voilà, ils t'impressionnent par leur présence. Et lui, c'était ça. Il s'asseyait quelque part et tous les regards se tournaient vers lui, quoi. Je vais juste te raconter une anecdote qui est racontable. D'accord? Ma grand-mère savait pas cuisiner. Ils étaient commerçants. Enfin, elle était commerçante parce que lui, t'imagines bien qu'il n'en était pas capable. Mais, et donc, elle savait pas cuisiner. Donc, ils déjeunaient le midi et le soir. Ils avaient leurs habitudes dans des restaurants autour de chez eux. Et un soir, donc ma grand-mère, c'était une tradition familiale, les femmes sont petites, tu vois. Ma grand-mère était petite aussi, au même titre que mon arrière-grand-mère. Donc la femme de mon grand-père mesure, qui est encore vivante, hein, elle mesure 1,53 m, je crois, 1,53 m, 1,54 m, tu vois. Donc, dans certains restos, ils lui mettaient une espèce de coussin réhausseur pour qu'elle soit bien posée à table. Donc ils avaient leurs habitudes, leur table, etc. Et ils vont dîner dans un de leurs restaurants habituels, et il y avait deux représentants de commerce qui étaient là, qui avaient bu quelques verres à l'apéritif et qui étaient partis pour un moment. Et mon grand-père avait à ce moment-là quelques problèmes de cholestérol, diabète, etc. Donc il mangeait beaucoup. Il mangeait que de la salade. C'est un homme excessif. Quand il avait une grippe, on lui disait de prendre 2 cachets. Il prenait la boîte pour être guéri plus vite. Et donc quand
Mais c'est vrai en plus, tu vois. C'est long. J'abuse pas, c'est vrai. Et quand son médecin me disait, bon, vous avez du diabète, vous avez du cholestérol, donc plus d'alcool, plus de matière grasse, moins de viande, beaucoup de verdure, etc. Il mangeait plus que de la salade pendant 15 jours. Il refaisait ses prises de sang, tout était OK, il reprenait ses habitudes. Voilà. Et donc, il était dans une de ces phases-là. Le serveur vient le revoir en disant, bon, ben voilà, vous voulez, il commande sa salade, ma grand-mère commande son plat. Et bien évidemment, c'est un jeune serveur qui a pas l'habitude qui arrive. Faut que je te dise que mon grand-père, à l'époque, avait 74 ans. Tu vois, donc c'était pas non plus un jeune homme, il avait à ce moment-là 74. Et se trompe et présente le plat aux deux représentants de commerce. Et donc, un des deux, croyant être intelligent, et surtout sachant pas à qui il a affaire, dit à voix très haute c'était à la table à côté, à voix très haute pour que mon grand-père l'entende et toute la salle. Il dit, mais réellement, jeune homme, est-ce que j'ai une tête à manger de la salade? Est-ce que j'ai une tête de vieille vache malade? Et donc, mon grand-père s'est levé, s'est posé la tête face à lui, et il lui a dit, t'as peut-être pas une tête à manger de la salade, mais t'as une tête à manger des pains. Et il a mis un coup de boule. Et le mec s'est retrouvé réellement KO sur sa chaise, ma grand-mère affolée. Et moi, je viens le mercredi suivant, parce que je leur rends des visites tous les mercredis, donc je viens le mercredi suivant, et je vois ma grand-mère qui fait la tête, qui ronchonne dans son coin et tout. Et je dis à mon grand-père, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Parce que c'était un spécialiste quand même, quoi. Et il me raconte ça, mais avec un air coquin, en rigolant, un peu dans l'air que j'ai là, tu vois. Il avait le même air, tu vois. C'est exactement la même. Et là, ma grand-mère qui dit, André, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, quoi. Vraiment, on n'ira plus jamais dans ce restaurant. Plus jamais je pourrais me présenter à ces gens après ce que tu as fait. Voilà, c'était un personnage haut en couleur, capable d'énormément de choses très positives et capable aussi, parce que tu étais en train de le vexer ou parce qu'il n'était pas dans un bon jour, de te mettre un coup de boule pour rien, quoi. Qu'est-ce que toi, ça t'a appris par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as retenu Je suis pas spécialiste des coups de boule. Déjà, je suis pas violent. Voilà, je me suis jamais battu de ma vie, donc je vais pas commencer maintenant. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est que, en fait, c'est lui qui me l'a transmis. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai déduit, c'est quelque chose qu'il a exprimé. Alors il exprimait les choses sans les affirmer. C'est ça qui est incroyable. C'est que il avait cette force et cette intelligence de savoir exprimer les choses sans jamais les affirmer. C'est-à-dire, il disait pas qu'il avait raison. Il posait. Et c'était un moment narratif énorme. J'arrivais, il était 13h, je pouvais repartir à 20h, quoi. C'était des moments, et on n'avait pas vu le temps passer. On était dans le flow. C'était vraiment des moments incroyables. Il y avait une énergie intrinsèque qui circulait, qui était juste incroyable. Et donc, il m'a surtout appris que on peut vivre les choses les plus horribles du monde. Ça nous rend toujours meilleurs. Ça, vraiment, il me l'a appris. Il me l'a démontré. Il m'a aussi appris et il m'a aussi démontré que l'humilité, c'était la meilleure des qualités, quoi. Et je sais que il a aidé énormément de gens dans sa vie, financièrement, moralement, physiquement. Il a supporté des gens, mais réellement, et toujours sans s'en vanter. Comme je passais du temps avec lui, parfois le téléphone sonnait, alors il n'y avait pas les portables, hein, donc parfois le téléphone sonnait, et c'était quelqu'un qui l'aidait, tu vois, et qui l'appelait en disant, voilà, quand est-ce qu'on peut se voir? Quand est-ce que tu peux faire ce que tu as l'habitude de faire pour moi? Parce que je suis dans un moment délicat. Et il prenait le temps de lui répondre. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps dans une générosité cachée, tu vois. Et comme si c'était honteux d'être généreux. Tu vois ce que je veux dire? C'était les générations de l'époque non plus. On montrait pas forcément tout, mais parce qu'ils avaient vécu des choses tellement difficiles que. Et puis après, c'était dans les caractères, c'était dans l'éducation aussi, hein, de l'époque. Hein. On ne montrait pas. Aujourd'hui, on déballe presque trop. On déballe presque trop de choses, mais pour eux, oui, non, c'était inconcevable. Moi, j'étais surprise de trouver la cassette de mon grand-père où il racontait autant de choses, parce qu'il se livrait beaucoup. Mais tu vois, par exemple, quand il a fait sa cassette, il y avait ma grand-mère qui était dans le fauteuil juste en face, et elle lui rappelait les quelques étapes de sa vie, etc. Et puis, une fois qu'il a eu terminé, qu'il nous l'a laissé, je me suis dit,
Il n'a pas été dire quand même qu'il avait trompé plusieurs fois ma grand-mère et ça, on le savait, tu vois. Donc, c'était mignon, mais voilà, il manquait quelques étapes qu'on aurait presque aimé que de te prendre le fauteuil et la grand-mère et la sortir de la pièce pour qu'il nous dise vraiment jusqu'où il avait été, parce qu'il l'a trompé jusqu'à quelques mois avant sa mort. Hein. Donc, même, il a découvert la femme de sa vie à la fin de sa vie. Est-ce que aujourd'hui qu'il est plus là, et tu parlais de ses 100 ans, j'imagine que oui, tu regrettes forcément qu'il soit plus là. Donc c'est peut-être ma dernière question. S'il était encore là, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Tout ce que tu n'as pas pu lui dire avant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? J'ai eu la chance de pouvoir lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire. On n'avait pas de frein. Et c'est quelqu'un je suis la seule personne à qui il disait je t'aime, mais parce que c'est moi qui lui ai appris à dire je t'aime, tu vois. Donc ça, je suis très fier. À chaque fois que je partais, je lui disais, alors je l'appelais grand-père parce que c'est pépé, papy, machin, ça l'énervait. Voilà. Et donc, et les autres l'appelaient comme ça et ça, il disait rien. Et il me dit, toi, je peux te le dire parce que je sais que tu es capable de le comprendre. Arrête de m'appeler comme ça, quoi. Appelle-moi grand-père, appelle-moi André, tu fais comme tu veux, mais arrête de m'appeler papy, pépé, c'est pour les vieux, je suis pas vieux, et ça m'énerve en plus, ça me fout les nerfs en plot. Donc j'ai appelé mes grands-parents, grand-mère et grand-père. Voilà. Et quand réellement il m'a mis d'égal à égal, en fait, quand j'ai eu une vingtaine d'années, il m'a mis d'égal à égal. À chaque fois que je partais, je lui disais je t'aime. Au début, il répondait pas. Il me regardait avec un petit sourire complice. Ça voulait dire je t'aime aussi. Et puis, de fil en aiguille, on se le disait. J'aimerais bien pouvoir lui dire encore une fois je t'aime, tu vois. C'est beau ça. Merci. Fin de sa vie, je sais qu'il a chuté. C'est ce que tu m'as expliqué. Il a chuté, il a été hospitalisé et il est parti assez vite, si j'ai bien compris. En 3 jours, ouais. Il a réellement eu une vie très remplie, quoi. Donc, il a commencé à avoir des problèmes pour se déplacer. C'était quelqu'un qui aimait la vie, vraiment, tu vois, et dans toutes ses dimensions. Mais vraiment dans toutes ses dimensions. Et donc, il a eu vraiment 5 ans de vie, quoi. C'est incroyable. Il faudrait une semaine pour que je te raconte le quart de tout ce que je peux te raconter le concernant et de ce qui est racontable. Mais il a eu une vie vraiment pleine et entière. Il a vraiment côtoyé des gens extraordinaires. Et à la fin de sa vie, il a des problèmes de motricité. Voilà. Il s'était fait renverser par une voiture à l'âge de 60 ans. Et comme c'était quelqu'un de très, très costaud, très digne, il s'est relevé. Et puis il a dit au mec, casse-toi ou je te fracasse, quoi, tu vois. Donc le type est parti, il s'est pas fait soigner et ça a eu des répercussions une quinzaine d'années après. Il a commencé à avoir des problèmes de motricité au niveau des jambes parce que ça avait atteint, je sais plus quel nerf et quel canal dans le dos, et donc ça calcifiait, ça s'abîmait et donc il payait pour ne pas s'être fait, ne pas être allé voir un médecin, ne pas s'être fait ausculter au moment de l'accident. Il a 15 ans après payé la facture en commençant à avoir des problèmes moteurs. Et donc, il savait toujours marcher, mais avec une canne, ce qui l'agaçait, lentement, ce qui l'énervait encore plus. Voilà, au bout de quelques années, voilà, quand il a eu 84, 85 ans, il en avait assez, quoi. Il trouvait il trouvait vraiment, comme je te disais, le temps est long et les journées passent vite. Mais à un moment, il trouvait même plus que les journées passaient vite, quoi. Il était vraiment, autant mon arrière-grand-mère, sa mère, jusqu'au bout, elle était dans la gratitude d'être en vie et dans cette soif de vie, de découvrir, etc. Autant lui, les 4-5 dernières années de sa vie, c'était de la lassitude. Voilà, c'est la seule ombre au tableau, c'est ça. Voilà. Et là, tu peux. Alors, ce qui était incroyable, c'est que tu voyais qu'il en avait assez, qu'il était vraiment. Et dès que j'arrivais, il se redressait. Il reprenait la banane et puis tout se remettait en route. La machine se remettait en route et il sortait des vannes. Il avait un sens de l'humour que je partage. On avait le même sens de l'humour, donc c'était reparti. Voilà. Et au moment où je repartais, je le voyais il avait fait l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Il avait fait l'effort d'être là et comme il savait que je partais, il repartait avec moi, quoi. Mais ouais, incroyable. Ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Ça a mis un peu de distance entre nous aussi. J'étais pas en capacité de le comprendre. Donc ça a mis un peu de distance. C'est peut-être le seul regret que je peux avoir. C'est que sur ces dernières années de sa vie, le fait que je le voyais dans l'effort et dans la volonté de paraître, je comprenais pas. Autant maintenant je le comprends, autant à l'époque je comprends. Donc ça a mis un peu de distance entre nous. C'est le seul regret, le seul truc. Mais sinon pour le reste, c'est un sans faute, quoi.
pense qu'il y a encore des tas de choses à dire. On se refera peut-être un autre épisode. Faire un deuxième épisode si tu veux, avec plaisir. Tu vois, un jour. Là, j'étais dans l'émotion pour rien te cacher parce que c'est la première fois depuis son décès que j'ai l'occasion de vraiment parler de lui avec le cœur. Il y a un deuxième épisode, je serai moins dans l'émotion, mais toujours aussi sincère, si tu le souhaites. Alors, il faut savoir qu'en général, j'arrive toujours à faire verser une larme à mes invités à un moment ou à un autre. Je ne sais pas comment je fais, mais apparemment, j'ai le petit don. Tu vois, chacun a son petit don, mais moi, j'ai le don pour toucher là. Mais forcément, parce qu'on touche à nos sweet papy, on touche à des périodes à la fois d'enfance, des périodes heureuses, des choses qui sont forcément qui nous touchent et qui sont importantes. Il est toujours avec moi aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est incroyable. Tous les jours. Ouais. Je suis désolée, je vais te laisser avec ça en plus. Je vais te laisser en plus bien. Avec cette émotion. Au revoir, merci. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais profite de ça. C'est bon aussi de se rappeler de ces moments avec eux, même si c'est difficile parfois pour nous. En tout cas, c'est un superbe voyage dans le temps que tu nous as offert et je t'en remercie. J'espère que tout ça fera ressortir encore d'autres choses, même pour ta période de transformation, de transmission. Et je suis touchée que tu aies accepté de me dire des choses aussi importantes. Non, mais je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de l'exprimer, vraiment. C'est une expérience forte. Pareil, sur cette façon de s'exprimer, c'est un copier-coller de mon grand-père. Tu vois. J'ai rien inventé. C'est son legs. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toi. À bientôt, Anne. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode t'a plu et te rappeler que dans Sweet Papy Podcast, c'est l'essence même de notre humanité, avec l'amour, la transmission et l'interdépendance. C'est toujours une célébration des liens qui nous unissent, petits et grands, et souvent un hommage aux racines qui nous nourrissent et nous permettent de grandir ensemble. Ici, dans ce podcast, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te rappelle qu'on prend le temps de tisser ensemble le fil des générations, de révéler la magie cachée dans les plis du temps qui passe, où les histoires ne connaissent pas de date d'expiration, où la sagesse des anciens illumine le chemin des plus jeunes, et c'est ça qui me tient le plus à cœur. C'est un monde où chaque échange est une pépite de vie, un trésor d'expérience. Maintenant, dis-moi, quel aspect des relations intergénérationnelles t'a touché le plus dans l'histoire avec Frédéric ? Et as-tu également, toi, une histoire personnelle à partager ? Peut-être des questions sur comment tisser ces liens précieux. Et si tu cherches à approfondir le sujet ou à nous poser directement tes questions, lance-toi et va communiquer directement avec moi par le lien qui est en dessous. Merci, à très bientôt.